Lundi, 26 ottobre, 1993, l'un des procès les plus célèbres de l'histoire de Tex, amènerait un tueur provocateur face à face, avec une équipe de procureurs de petite ville. Ce serait le plus gros cas de leur vie. Et si tout ce qui se tenait entre cet homme violent et dangereux et la société était mon groupe de procureurs et d'enquêteurs. Nous avions une grande responsabilité de nous assurer que nous, je l'ai bien fait. Près de 3 décennies plus tôt, département Everman Xerifes, le Texas a répondu à une scène de crime continue. Un agriculteur local avait découvert les corps de 2 jeunes garçons dans le coffre d'une voiture abandonnée. Le shérif local a été confondu avec le style des exécutions, des meurtres. Dans cet épisode, certains des noms ont été modifiés. Protéger l'identité des victimes et leurs familles. Le fermier qui a découvert le corps a dit qu'il connaissait les garçons. Les 2 garçons, Richard Bond et son cousin Matthew Duncan, a grandi à Everman. Autorité. Appris que la dernière fois que leurs parents, j'ai vu que c'était samedi soir, partir à la rencontre de la petite amie de Richard, Laura Smith, 17 ans. Les chercheurs craignaient qu'elle ait été kidnappée. Au pire, les nouvelles du tournage ont voyagé rapidement. Le matin même, 5 miles dans la petite ville de Rosebud, un jeune homme désemparé s'est rendu au shérif local. Son nom était Roy Dale Green, et il a dit qu'il devait faire une confession. Green a dit au shérif Brady Pamplin que les 3 jeunes avaient été kidnappés et torturés par un bully local nommé Kenneth McDuff. Ce n'était pas la première fois que le shérif Pamplin avait entendu le nom de McDuff. Il avait déjà enfermé pour cambriolage, vol et agression, à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, le fils du shérif Brady Pamplin, Larry Pamplin, est le shérif à la retraite du comté de Falls, un jeune député à l'époque. Il se souvient du jour où Roy Dale Green est entré dans le bureau de son père. Mon père avait été dans les forces de l'ordre toute sa vie, et il a dit que Kenneth McDuff était probablement le plus vicieux individu violent, qu'il n'était jamais entré en contact avec. Green a dit au shérif. Lui et McDuff naviguaient dans la petite ville de Everman, quand ils ont vu 2 garçons et une fille, debout près d'une voiture près d'un terrain de baseball. McDuff a dit au vert qu'il voulait trouver une fille qu'il pourrait violer et tuer. Et il a dit au vert, s'il le disait à quelqu'un, il le tuerait aussi. Vert a dit, quand ils se sont approchés du terrain de baseball. McDuff est sorti de la voiture avec une arme à la main et a marché jusqu'aux 3 équipes. Vert attendu près de la voiture. Il a dit qu'il ne croyait pas. McDuff avait vraiment prévu de tuer n'importe qui. Il pensait qu'il était juste en train de s'amuser, essayant de leur faire un peu peur. « Hey, sors de la voiture, sors de la voiture !» Mais il était clair pour les équipes effrayées que McDuff, je ne plaisantais pas. Il les a tenus sous la menace d'une arme et a pris leur portefeuille. Très bien. « Allez !» De retour ici, comme le vert regardait, il a ordonné aux 3 jeunes pour entrer dans le coffre de leur voiture. « Allez mecs, entrez là-dedans. Dépêchez-vous. Tuez le prochain. Allez, allez, on y va, on y va. » Quand McDuff a dit à Green qu'il devrait tuer les équipes parce qu'ils avaient bien regardé son visage. Green a dit qu'il pensait toujours que McDuff plaisantait. « Ouais, on va le tuer. Haha, prendre la voiture. Suivez-moi. Très bien, très bien. Où allons-nous » Et il a juste accepté le jeu. Très bien, très bien. McDuff a conduit la voiture avec les 3 adolescents dans le coffre, et Roy Dale Green a suivi dans la voiture de McDuff. Ils ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce qu'ils atteignent une zone isolée sur 2 phares.
côté de la ville. Enfin, sur une route sombre, Macduff s'est arrêté. Il a ouvert le coffre, a dit aux 2 garçons de rester immobiles et a ordonné à Laura de sortir de la voiture. « Et viens ici. » Vert a dit. « Macduff, je lui ai dit de mettre Laura dans le coffre de la voiture de Macduff. Qu'est-ce que tu fais, mec ?» Les 2 garçons ont été abattus à plusieurs reprises dans The Face. Mon père, je ne pouvais tout simplement pas visualiser un individu. Tu sais, surtout une personne de 21 ans. Être si hardcore et si violent et sans aucun signe de conscience qu'ils ont tiré à plusieurs reprises sur les 2 garçons dans la tête. Les Verts ont dit que Macduff lui avait dit d'effacer leurs traces de pneus pendant qu'il essuyait la voiture des empreintes digitales. Et puis Macduff, je suis monté dans sa propre voiture, avec Rodéo Vert. La petite fille dans le coffre. J'ai roulé sur la route de gravier, en fait, dans le comté de Johnson, et au point où vous avez arrêté le véhicule, et a violé la fille, Ed Verte a violé la petite fille. Macduff l'a encore violée, et puis l'a étouffée à mort, sur la route de gravier avec du verre tenant ses chevilles. Et puis, ce long verre, ils ont jeté le corps par-dessus une clôture et l'a recouvert d'un pinceau. Shérif Pamplin a lancé une recherche massive pour trouver le corps de Laura Smith. Roy Dale Green a essayé d'aider, mais la zone ne lui était pas familière et il ne pouvait pas se rappeler où ils avaient laissé le corps. En même temps, la chasse a été lancée pour trouver Kenneth Macduff. Les enquêteurs avaient des informations qui, Macduff serait à un rendez-vous. Cette nuit, avec une fille de Brême au Texas, ils ont attendu chez la fille, en espérant qu'il arriverait. Tu sais que ça fait un certain nombre d'années, mais si je me souviens bien, c'était comme 11 Trisaham. Exactement, quand tout l'enfer s'est déchaîné, quand Macduff a vu de Loman essayer de reculer, mais les shérifs ont ouvert le feu, tiré sur 16 pneus et son radiateur, paralysant la voiture. Macduff a été indemne. Je veux dire que tu as corrigé les trous. Il a fallu des jours de recherche avant que le corps de Laura Smith ne soit retrouvé et sa famille pourrait l'enterrer. Kenneth Macduff et Roy Dale Vert a été jugé en octobre de 1966. La première affaire à être jugée était pour le meurtre de Matthew Duncan. L'un d'eux était une fille. Les procureurs étaient confiants. Ils pourraient obtenir une condamnation capitale. Beaucoup de choses méchantes. Ils avaient un corps, preuve liant Macduff à la victime, et un témoin oculaire. L'ancien procureur, Charlie Butts, rappelle que la seule coopération de Roy Dale Green ne suffirait pas à condamner Macduff du meurtre. Puis nous avons eu le problème au Texas de corroborer. Complice, un témoin complice, et certainement il était, doit être corroboré par des preuves que a tendance à montrer qu'il dit la vérité ou qu'il a tendance à se connecter. La personne qu'il dit est coupable. Éléments de preuve clés activés. Les procureurs corroborent le témoignage de Green. 2 portefeuilles appartenant aux victimes ont été retrouvés dans un champ, et la chemise brûlée et sanglante de Kenneth Macduff ont été trouvés, enterrés sur une propriété appartenant à son frère aîné. En échange de votre témoignage, les promoteurs ne continueraient pas à peine de mort pour Roy Dale, le rôle de Green dans les meurtres. Mais Macduff n'obtiendrait aucune négociation de plaidoyer, et il n'en voulait pas. Il a nié toute partie du crime, et son plus grand partisan était sa mère. Addie Macduff, elle avait une longue histoire de déni, n'importe lequel des problèmes de son fils. Et quand elle a soutenu son fils Kenneth, en blâmant Green pour les meurtres, les promoteurs exploraient ce qu'ils considéraient être
l'élément le plus faible de la défense de Macduff. Puis, il a fait une erreur en mettant tout en vert. Il a dit qu'il avait fait une sieste, ou quelque chose comme ça, et a affirmé que le ver était parti et avait fait toutes ces choses. Et tu pourrais regarder le ver jusqu'à ce que cet enfant ne puisse pas faire. Je ne pouvais même pas concevoir de faire ça, encore moins réaliser par lui-même. Le jury a-t-il rendu un verdict, mais Macduff a affirmé qu'il était innocent. La police était là pour le piéger. Maintenant, le jury devrait prendre la décision, condamner Kenneth Macduff pour meurtre ou pour le libérer. En novembre se lance un fort vote. Texas 21 ans. Kenneth Allen Macduff a été reconnu coupable du meurtre de 15 ans. Matthew Duncan. Le jury l'a condamné à mort sur la chaise électrique, par un style d'exécution. Macduff a montré peu d'émotion. Après le procès pour le meurtre de Matthew Duncan, les procureurs n'ont vu aucune raison de juger Macduff. Pour les meurtres des deux autres adolescents, Kenneth Macduff avait été condamné à mort dans la chaise électrique. L'auteur texan Gary Laverne a couvert la carrière meurtrière de Macduff pour Son livre et Mauvais garçon de Rosebud. Il y avait une certaine sécurité là-bas parce que il avait été reconnu coupable d'un et avait été condamné à mort. Et au moins, il y avait une notion au Texas à l'époque que rien ne pourrait être plus définitif qu'une peine de mort. Prison de Huntsville, Texas. Macduff était dans le couloir de la mort, en attente. Sa première date d'exécution a été suspendue. Puis son deuxième. D'ici avril 1900, Macduff était toujours dans la vingtaine. Il attendait sa troisième date d'exécution prévue. Mais il était convaincu que cette date, trop serait annulée. Puis en somme, la Cour suprême a rendu sa décision historique dans le cas de Furman contre la Géorgie. Le tribunal a statué que la peine de mort, telle qu'elle était pratiquée actuellement, était inconstitutionnelle. Temps de pause, minorités et personnes à faible revenu ne recevaient pas un traitement égal devant les tribunaux. À la suite de la décision, la peine de Macduff a été réduite à la réclusion à perpétuité, et en vertu de la loi du Texas à cette époque, cela signifiait finalement c'est triple. Le meurtrier aurait le droit de demander une libération conditionnelle 8 ans plus tard. Macduff est devenu pour une libération conditionnelle. Pour qu'il soit très clair ici qu'à l'époque, 3 membres de la commission des libérations conditionnelles entendraient le cas d'un détenu, et il faudrait 2 votes pour passer le bon comportement de Macduff en prison. Convaincu l'un des membres, mais les 2 autres ont voté contre. À la fin des années 80, les prisons du Texas devenaient dangereusement surpeuplées, alors que peu d'argent était dépensé pour en construire de nouveaux. Un système d'examen de la libération conditionnelle prenait la chaleur. Le peuple du Texas ne voulait pas voter de nouvelles taxes pour élargir le gouvernement, et l'expansion d'un système carcéral est une expansion du gouvernement de l'État. Alors les dirigeants politiques de l'époque ont répondu en demandant à la Commission des grâces et des libérations conditionnelles pour libérer littéralement des milliers de personnes tous les mois, et au fil du temps, de plus en plus de criminels violents étaient mis en liberté conditionnelle sous un parfaitement procédure judiciaire au moment où Macduff était en liberté conditionnelle, encore une fois en 1989. Sa demande n'était qu'un fichier, empilé au sommet d'une montagne d'autres. Après 15 refus de libération conditionnelle, Kenneth Macduff a incroyablement reçu sa lettre de libération. Il n'a pas fallu longtemps pour joindre le bureau du shérif dans sa ville natale, le shérif Brady Pamplin, qui avait arrêté Macduff.
en 1966 pour le tournage de Les Trois Adolescents, avait pris sa retraite et son fils, Larry, était maintenant le nouveau shérif du comté de Falls, quand j'ai découvert pour la première fois que Kenneth Highland Macduff avait été libéré de prison. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Parnell McNamara à Waco, le maréchal américain adjoint du Texas. Parnell et son frère Mike sont tous deux maréchaux, et nous avons été amis depuis. Nous étions de petits garçons, et j'ai appelé Parnell et lui ai dit. J'ai dit, Parnell, tu ne vas pas le croire, mais ils ont libéré Kenneth Macduff. Et je ne sais pas si ça fera 3 jours, 3 semaines, 3 mois, mais tôt ou tard, les corps des jeunes filles, ou les garçons, vont commencer à se présenter. Maintenant, une deuxième génération d'hommes de loi du Texas, craignant qu'ils aient affaire à Kenneth Macduff. Parnell McNamara et son frère Mike sont les fils d'un homme de loi qui a aidé à ranger Macduff dans les 19 années 60. Aujourd'hui, ce sont des enquêteurs du service du US Marshal, et je me souviens, juste assis là dans une incrédulité totale, je ne pouvais pas croire que quiconque, dans leur bon esprit, aurait jamais libéré un tueur en série, quelqu'un qui avait brutalement assassiné 3, des jeunes comme lui, une incrédulité totale. Le 11 octobre, Kenneth Macduff a été escorté hors de la prison de Ramsey, bien qu'il ait été condamné à mort 23 ans plus tôt. Il était maintenant un homme libre. Macduff est retourné dans la ville de Rosebud, Texas, où il a grandi. Les gens de sa ville natale étaient terrifiés quand ils ont appris qu'il avait été libéré. La ville a commencé à fermer. Les portes étaient verrouillées, nuancées dessinées. La fréquentation des écoles a chuté. Il y a eu des rapports des familles. Ne pas laisser leurs enfants sortir de chauffeurs de bus. On lui dit de faire attention, parce que Macduff est sorti. Et c'est la triste ironie de tout ça. Quand il était à l'école, il a causé des ennuis aux responsables de l'école même quand il était jeune. Maintenant, il est en prison depuis 23 ans. Il est sorti. Et les chauffeurs de bus doivent faire attention, encore une fois. C'était très bizarre, événement dans l'histoire du centre du Texas. Les citoyens de Rosebud étaient très soulagés quand Kenneth Macduff a déménagé et Monteon. Macduff s'est inscrit au Texas State Technical College à Waco et a déménagé dans un dortoir sur le campus. Il a reçu aide financière dans le cadre de son programme de réhabilitation. Et pour l'année prochaine, il relevait régulièrement de son agent de libération conditionnelle, mais les autorités apprendraient bientôt que Macduff était loin d'être réhabilité. Le 1er mars, la police de Waco a répondu à un appel qu'un commis d'un dépanneur avait disparu. Melissa Northrup, 22 ans, travaillait seule sur le quart de nuit, à un pack rapide. Son mari a dit à la police qu'il venait d'être au téléphone avec elle quand un client est entré. Il a rappelé quelques minutes plus tard, mais je n'ai pas de réponse. La police a trouvé le sac à main de Melissa sous le comptoir et sa voiture était absente du parking Waco. La police a fait un contrôle de routine des voitures dans un motel voisin. Ils ont trouvé une voiture que le directeur a confirmée n'appartenait pas à un invité. Les enquêteurs ont trouvé un portefeuille dans la voiture. Il contenait une carte de sécurité sociale et un permis de conduire, tous deux appartenant à Kenneth Macduff. Les enquêteurs ont recherché Macduff à son collège, mais personne ne l'avait vu depuis plusieurs semaines. Les étudiants ont dit qu'il était un gros consommateur de drogue et des prostituées ont visité son dortoir. La police de Waco n'a pas pu localiser Macduff
Mais les enquêteurs ont été rapidement rappelés au collège. Un étudiant avait trouvé un nu, corps décomposé dans une tombe peu profonde, dans une zone boisée derrière le dortoir de Macduff, mais ce ne serait pas le corps de Charles Northwood, était une autre victime, avec Macduff lâche local. Les chercheurs ont dû agir rapidement. Ils craignaient qu'après 23 ans, Kenneth Macduff était de nouveau dans une vague de meurtres. Le 20 mars 1992, le corps d'une femme a été retrouvé, enterré dans une tombe peu profonde, derrière le Texas State Technical College à Waco. Cette victime s'avérerait être Valensek Joshua, selon un étudiant témoin. Elle a été vue pour la dernière fois sur le campus à la recherche de Kenneth Macduff, semaine plus tôt. La voiture de Kenneth Macduff a été retrouvée abandonnée près de The Quick, Backstore, où une autre femme disparue, Melissa Northrup, a été vue pour la dernière fois, mais dans les deux cas, l'enquête n'avait produit que des preuves circonstancielles. Et comme Macduff n'a fuite, les chercheurs, les habitants ont demandé l'aide du procureur américain Bill Johnson. Notre préoccupation était maintenant. Mais qui tue-t-il maintenant? Qui va-t-il tuer ce soir? Et nous avons vraiment senti qu'il était en frénésie. Johnson savait que s'il pouvait charger Macduff avec une violation fédérale, il pourrait coordonner un effort à l'échelle de l'État pour appréhender Macduff et il pourrait... Faites appel à tous les talents d'investigation des maréchaux américains, Parnell et Mike McNamara. Je voulais trouver un moyen pour Mike et Parnell McNamara. Pour s'impliquer dans cette chose, je les avais vus lors de nombreuses chasses à l'homme. Je savais à quel point ils étaient bons. Et je voulais juste un crochet pour les entraîner avec... C'était la consommation de drogue bien connue de Macduff qui a ouvert la porte. Chercheurs fédéraux. J'ai trouvé un jeune qui a dit Macduff avait donné du LSD pour lui. C'était suffisant pour rédiger un mandat fédéral. Recherche et saisie. Et un groupe de travail a été formé. Le maréchal américain, Mike McNamara, et nous avons contacté toutes les agences que nous pourrions, et dans un laps de temps très court, tous les organismes d'application de la loi dans la région centrale du Texas a été impliqué dans cette chasse à l'homme. Les frères McNamara ont commencé à interviewer n'importe qui. Quiconque est associé à Macduff, quand ils ont retrouvé un homme nommé Alva Hank Worley dans un motel du Temple. Ils savaient qu'ils étaient sur quelque chose. Worley a dit qu'il ne savait rien à propos de l'enlèvement de Melissa Northrup ou le Valence cas Joshua Killing. Worley n'a pas répondu, comme le ferait une personne normale à nos entretiens. Quand nous lui avons expliqué ce que Macduff avait fait en 1966, Worley semblait inconscient de ça. Il ne semblait pas non plus s'inscrire avec lui, ou le déranger le moins du monde. Alors quand nous sommes partis, le motel où vivait Worley, tout le monde dans la voiture a convenu que quelque chose n'allait pas avec Worley, qu'il n'agissait pas correctement. Sur une période de semaines, les McNamara sont retournés au motel pour parler à Worley, essayant de le briser. Finalement, Whitley a accepté de venir chez le shérif du comté de Bell, département, et donner une déclaration complète. Il a affirmé qu'il ne savait rien sur Northrup ou Joshua, mais inquiète. Il a dit qu'il avait des informations sur le cas d'une personne disparue, actuellement sous enquête par la police d'Austin. Hank Worley nous a dit que, dans la nuit du 29 décembre 1931, que lui et Macduff, Austin, et ils sont passés devant un lave-auto. Macduff s'est garé dans l'un des lave-autos, Baïse, et dit tourbillonnant de rester avec la voiture, selon Tourbillon. Macduff est allé à la baie suivante, où une jeune femme lavait sa voiture,
Worley a dit que Macduff était retourné dans son véhicule, la tenant par la gorge. Il a dit que Macduff l'avait violée et tuée, mais il a affirmé qu'il n'avait pas participé au meurtre. Dans la voiture abandonnée, la police d'Austin a trouvé un sac à main et une pièce d'identité appartient à la victime, Colleen Reed. Une photo de surveillance dans un guichet automatique à proximité. Machine a aidé à réduire le temps de sa disparition. À quelque temps après 9 heures, 15 heures, Worley a affirmé qu'il ne pouvait pas se souvenir, où Macduff s'était débarrassé de son corps. Maintenant, les enquêteurs ont enfin eu un témoin oculaire. Le même genre de faible, complice, suggestible, qui a aidé à éloigner Macduff, 30 ans plus tôt, dans le meurtre des 3 adolescents. Mais ils devaient encore trouver Macduff. Plus de 12 agences étatiques et fédérales a participé à la chasse à lui. Et quand il ne semblait y avoir aucune trace de Macduff au Texas, la recherche s'est étendue à tout le pays. Tous les grands réseaux et organes de presse a publié des articles sur le fugitif. Une hotline a été mise en place. Et le 3 mai, ils ont reçu un pourboire. Et l'appel était qu'un gars qui conduit un camion poubelle. Un camion poubelle à Kansas City pense que Macduff pourrait être là-haut avec lui. Bien sûr, nous pensions que tu plaisantais. Je veux dire Kansas City. Il aurait aussi bien pu nous dire la Lune. Parce que nous étions convaincus, il resterait probablement dans des zones qu'il connaissait. Le pronostiqueur a dit un autre. Chauffeur nommé Richard Fowler ressemblait à Macduff. Felizmente, James Fowler avait été arrêté pour racolage à Kansas City, et la police de Kansas City avait une empreinte digitale sur le dossier. Cette empreinte digitale appartenait à Kenneth Macduff à 13h30 de l'après-midi le lundi, les 4 mai. Macduff, maintenant en fuite, en tant que Richard Fowler, conduisait son camion poubelle à la décharge de Kansas City. « Comment vas-tu » sortait du camion pour moi. La police, se faisant passer pour des inspecteurs de camions, lui a fait signe pour ce qu'il pensait être un contrôle de routine. Un doff se sortit de son camion avec son journal et a été surpris de courir. Quand ils l'ont frappé, Garnett Macduff a été ramené au Texas sous haute garde. Le fardeau était maintenant sur les procureurs de s'assurer. Macduff n'a plus jamais marché dans les rues du centre du Texas. Le corps de Melissa Northrup, le commis de magasin à retour rapide, avait récemment été trouvé dans une carrière abandonnée du comté de Dallas. Sa voiture coincée dans les bois à proximité. Le corps de Colleen Reed, la femme enlevée au lave-auto. Il manquait toujours. Les procureurs avaient un témoin oculaire, mais sans corps. Le meurtre serait difficile à prouver. Pour l'homicide de Valencia Joshua, il n'y avait aucun témoin oculaire et aucune preuve physique pointant vers Macduff. Des 3 cas. Procureur élu du comté de McLennan, John Segrist, a décidé d'essayer d'abord Macduff pour le meurtre de Melissa Northrup. Notre stratégie était de l'attacher autant de fois que nous le pouvions à la victime, sur les lieux du crime, à la scène, là où le corps a été retrouvé, au mobile du meurtre, à un, tu sais. Tout ce que nous pourrions trouver pour créer ces liens et renforcer les liens autant de fois que possible, parce que, et j'espère, nous pourrions construire une affaire suffisamment solide, et les circonstances étaient telles que ce jury pourrait dire qu'ils sont, au-delà de tout doute raisonnable, c'était l'homme responsable. Premier assistant Crawford Long, un expert médico-légal, présenterait le peu de preuves physiques qu'ils avaient, et concentrez-vous sur essayer de prouver le comportement de Macduff envers le jury.
lorsque vous présentez un cas de circonstance. Preuve. Le problème est, le jury aime entendre une personne entrer et dire « J'ai vu cette personne faire le crime. J'ai vu l'accusé tuer la personne. » Dans un cas circonstanciel, tu ne vas pas avoir ça. Vous allez avoir de petits morceaux de preuves lorsqu'ils sont pris tous ensemble. Signaler à l'accusé comme le tueur, premier assistant. Freeman amènerait les associés de Macduff à la barre pour témoigner à propos de ses mouvements le jour du meurtre et la nature violente de son comportement, généralement. Le caractère d'une personne n'est pas admissible pour prouver leur conduite. Cependant, la loi au Texas prévoit qu'il peut être utilisé pour prouver le mobile et prouver l'identité. Nous avons eu une affaire qui a été construite comme une maison domino. Une maison domino, construite autour d'un homme qui savait couvrir ses traces. Même ses amis ont dit, il a compris qu'un seul cheveu pouvait l'envoyer en prison. Il a pris grand soin, essuyé les empreintes digitales. Mais finalement, aucune scène de crime ne peut être laissée parfaitement propre. Et il y avait des étrangers. Cheveux trouvés dans la voiture abandonnée de Melissa Northrop. Bien que des tests ADN aient été commandés sur les cheveux, une partie du test a été contaminée par le laboratoire, contracté pour effectuer l'analyse, et les procureurs n'ont pas pu présenter toutes les preuves ADN au tribunal. Les petits promoteurs devraient prouver pour le jury de Houston que c'était Macduff, et juste Macduff, qui a tué Northrop, mais sans témoin oculaire et sans preuve. Criminalistique distinctive. Avocat Macduff pourrait faire valoir un argument, convaincre que votre client était innocent. Une poursuite n'avait aucune preuve directe. Lier Kenneth Macduff à le meurtre de Melissa Northrop. Kenneth, le procès de Macduff pour le meurtre de Melissa Northrop a commencé à Houston en février de 1993. Tous se lèvent. Cour de l'honorable juge Hagadon est maintenant en session. Merci. Le procureur a fait sa déclaration d'ouverture au jury de 12 membres. Nous allons vous montrer. Il a commencé par un compte-rendu détaillé des événements menant à l'enlèvement et au meurtre de Melissa Northrop et te prendre. Il a décrit comment la voiture de Macduff est tombée en panne près de l'autoroute 35 et nouvelle route à Waco, que Macduff avait passé la journée à essayer de collecter des fonds, fumer du crack, et comme Macduff l'avait dit à un ami, obtenait une femme à distance de marche de ce dépanneur. Juste avant 4 heures du matin, le procureur a dit au jury, Macduff a laissé la voiture dans le parking de la nouvelle route à ce stade, il n'y a pas de témoins oculaires, mais l'accusation définit le scénario qui, Macduff a marché jusqu'au pack rapide, à proximité, dépanneur. Une poursuite montrerait que Macduff avait brièvement travaillé dans un autre retour rapide, magasin, et il savait comment ça fonctionnait. Il savait qu'il n'y avait pas de caméra de sécurité. Il savait que le commis de nuit était seul. Il savait qu'il y avait de l'argent dans la caisse. Bien sûr, viens. Et il n'a laissé aucune preuve. Pas une seule empreinte digitale. Le procureur a dit au juge que la voiture du meurtre, Northrop, a été trouvée près de Dallas, quelques jours après sa disparition. Un peu plus tard, son corps a été retrouvé flottant dans un gravier. Fausse par un couple de pêcheurs. Ses mains et ses pieds avaient été attachés avec des lacets. Il n'y avait pas d'empreinte digitale, pas d'aveu. Il ne reste rien de personnel sur la scène du crime, sauf quelques cheveux. Qui va? La stratégie de poursuite était double. Pour construire leur cas circonstanciel, ils devaient suivre chaque mouvement de Kenneth Macduff, le jour et la nuit. Northrop a disparu.
Deuxièmement, il devait prouver un modèle de violence, rien que la vérité. Alors, aide-toi, Dieu. J'espère établir la violence de Macduff. Comportement imprévisible. L'accusation a interrogé ses associés sur le stand. Stephen Dought. Le problème était, ces témoins avaient un casier judiciaire de la consommation de drogue, prostitution et autres crimes. Et les procureurs ont dû convaincre le jury. Leur témoignage était véridique. Et devant le témoin clé de charge pourrait prendre, au stand, les procureurs devraient convaincre le juge. Pour permettre à votre témoin, le juge a demandé au jury de quitter le tribunal avant d'entendre l'argument de l'État. Appelé Alva, Hank Tourbillon, Whitley a été témoin de l'enlèvement et du meurtre de Colleen Reed. Les procureurs avaient besoin le témoignage de Whitley pour montrer un modèle. Entre l'affaire de Reed et de Northrop, le modèle de la chasse, la capture, la torture et la dissimulation des deux corps, nous avons pu montrer au juge ce que nous croyons être 22, des caractéristiques cohérentes avec l'affaire Melissa Northrop. Le juge a convenu qu'il y avait au moins 15 cohérences entre ces deux cas. Par exemple, les deux étaient de jeunes blancs, femmes caucasiennes. Les deux étaient courts et pesaient environ 100 livres. Les deux ont laissé leur sac à main. Les deux ont eu lieu le long de l'autoroute 35 Corridor. Bien que le Colleen, l'affaire Reed, n'avait pas encore été jugée. Le juge a statué que Hank tourbillonnait, le témoin oculaire de l'enlèvement présumé de Reed, Duleve Otto, et son meurtre, pouvait dire à la cour ce qu'il avait vu. Selon la loi du Texas, un témoin pourrait fournir témoignage pour montrer le modus operandi de l'accusé. Rappelez-vous où vous vous trouvez. Fin décembre. Maintenant, les procureurs pourraient montrer au jury comment Macduff kidnappait et assassinait ses victimes. Qu'a fait en particulier Macduff dit. Il a dit qu'il allait se prendre une fille ce soir-là. Les amis de Macduff étaient généralement des gens lents d'esprit qui Macduff sentait qu'il avait besoin d'avoir autour de lui pour renforcer son complexe de supériorité. Ce sur quoi il n'a pas figuré était que ces gens auraient une conscience et tomberaient en panne. S'il vous plaît, dites-nous ce qui s'est passé. Worley a dit. Macduff aimait parler d'arracher des femmes, et il l'a vu le faire à Colleen Reed, au Lavoto Austin. Il est sorti de la voiture et il a marché autour du mur, et il a attrapé la fille par la gorge. Et puis il l'a ramenée à la voiture. Qu'avait-il l'intention de faire d'elle? Eh bien, il a dit qu'il allait se débarrasser d'elle. Utilisez-la ou débarrassez-vous d'elle. Worley a dit. Macduff s'est attaché les pieds et les mains avec des lacets, tout comme les lacets trouvés sur le corps de Melissa. Northrop. Oui, monsieur, n'ayant pas réussi à empêcher le témoignage préjudiciable de Worley d'être entendu par le jury, la défense n'avait plus qu'un recours. Discréditer le témoin vous rend de plus en plus impliqué. L'avocat de Macduff attaquait avec véhémence Worley en menteur et violeur. N'est-ce que pas vrai? En fait, vous avez déclaré à un moment, j'ai essayé de la détacher. Je lui ai dit que j'essaierais de l'aider. Elle voulait que je reste là-bas avec elle, parce qu'elle savait que je ne lui ferais pas de mal. C'est vrai, et tu l'as aidée, en la violente. N'est-ce pas correct? Je ne l'ai pas violée. Dites-vous au jury qu'elle a volontairement couché avec toi. Elle savait que je n'allais pas lui faire de mal. Tant que j'étais là-bas avec elle, je n'allais pas lui faire de mal. L'attaque de la défense contre le tourbillon a été un coup dur pour l'accusation. Et il y avait encore une autre faiblesse dans l'affaire. Il n'y avait pas placement de témoins oculaires.
Macduff aux gravières en combiné. Texas, où le corps de Melissa Northrup a été retrouvé. Mais alors, un témoin surprise s'est présenté. J'ai reçu une note de mon enquêteur, qu'il y avait a reçu un coup de fil d'une jeune dame, dans le comté de Dallas, qui vivait tout près des gravières, où Melissa, le corps de Northup, a été retrouvé et elle voulait nous parler. Sherry Robinson a témoigné que le 2 mars, 36 heures après, Melissa Northup a été enlevée dans le magasin Quick Pack. Un Macduff sale et échevelé et s'est venu à sa porte, tarde dans la nuit, demander de la nourriture. J'ai entendu un léger tape à la porte et j'ai ouvert la porte. Et je suis resté là et il a dit qu'il avait faim et lui et sa vieille se disputaient. Et tu sais, il m'a demandé si j'avais un sandwich. Je n'ai pas de sandwich. J'ai un bol de haricots. Ce serait bien, d'accord. Eh bien, j'ai le bol de haricots. Et je lui ai donné. Et il a continué son chemin. Robinson avait placé Macduff à moins de 2 miles de l'emplacement, où le corps de Northup a été retrouvé, stupéfait par le témoignage de Robinson. Macduff a exigé de raconter sa version de l'histoire, bien que ses avocats de la défense se soient opposés à cela. Macduff était confiant. Il pourrait convaincre le jury de son innocence. Tu sais, son avocate était tellement bouleversée. Il a demandé au juge d'être retiré de l'affaire, mais le juge a rejeté sa demande. Nous avions espéré que Macduff prendrait la barre des témoins. Même le juge l'a ramené dans Chambers et lui a dit que faire un mauvais mouvement. Macduff a pris la barre. Il croyait qu'il n'avait besoin que de la chance pour raconter sa version de l'histoire. Et une fois qu'il l'a fait, le jury verrait qu'il était un homme innocent. Toute la vérité est rien que la vérité. Alors, aide-toi Dieu que je fais. Contre l'avis de ses avocats, et le juge, Kenneth Macduff, a pris la barre et a professé son innocence M. Macduff vous a fait le 1er mars. Dix 992, enlèvement et meurtre à Noël Melissa, à Northup, non. Je n'ai rien à voir avec ça. Le samedi, je suis sorti et j'ai acheté de la bière. Et j'étais déjà Duff a commencé à raconter un long et sinueux voyage, le jour du meurtre. Samedi soir, il a à peine laissé son avocat prendre un mot. Je commençais déjà à boire, avant d'entrer dans ça. Je vais te laisser finir ça Je veux te poser une autre question. C'était samedi soir. J'ai acheté la bière. McFluff a réclamé son problème de voiture à The New Road. C'était juste une coïncidence. Il a dit qu'il avait passé le petit matin, poussé sa voiture avec une autre voiture jusqu'au motel. Il a témoigné qu'à environ 5, il est retourné au dortoir du Collège technique de l'État du Texas et était allé dormir. Il a dit qu'il avait décollé le lendemain, peur des ennuis de son agent de libération conditionnelle, parce qu'il se droguait. Maintenant, le procureur a eu sa chance d'interroger Macduff. Il lui a demandé s'il avait enlevé Northup du Pack Rapide. Voudriez-vous indiquer votre nom? A utilisé sa voiture pour la conduire dans une région éloignée, environ 100 miles au nord de Waco, et finalement abandonnée. La voiture près d'une carrière où son corps a été retrouvé. Eh bien, si ça aurait été moi, je n'aurais pas conduit cette voiture aussi loin aussi. Si j'allais m'engager. Je veux dire que ça n'a pas de sens pour moi, alors. Ce que vous dites au jury, c'est que c'est de la malchance, que tu étais juste en place. Où Northup a été kidnappée. Au moment où elle a été kidnappée. Regarde, je pense que les faits montrent que j'étais là après cet événement. J'ai dû pousser cette voiture pendant 45 minutes, d'accord. Si j'avais
J'ai marché de l'endroit où ma voiture est tombée en panne jusqu'au pack rapide, et puis revenir en arrière. Je veux dire, nous parlons de beaucoup de temps, ici. Le procureur avait plus de questions. Pour la première moitié, Macduff a admis être au magasin du marchand de légumes. Il semblait s'être empêtré dans son propre histoire incroyable, et par inadvertance, laissé échapper la vérité. L'avocat de la défense a dit au jury que l'affaire n'avait pas grand-chose à voir avec la loi ou la preuve. Cela dépendait de la peur, la haine et la volonté de mépriser l'accusé. Dans la fermeture de l'État, les procureurs ont soutenu que le schéma était clair, que les preuves montrent que l'accusé était le cauchemar de tout le monde. Les preuves montrent qu'il est un monstre qui sort du noir et arrache des innocents. Le jury était absent pendant un peu plus de 3 heures, s'il faut. Défendez cette montée, ajustement, Macduff, la définition que la plupart des gens auraient d'un vrai sociopathe, en ce qu'il n'a montré aucune émotion, quoi que ce soit, sauf la colère. Kenneth Macduff. Ce tribunal vous déclare coupable de l'enlèvement et le meurtre de Melissa Northrop. Ce tribunal est ajourné. Il n'a montré aucune émotion. L'un des procureurs du procès des Says a décrit SS yeux comme Dead Eyes, qu'ils étaient noirs et comme un requin pour l'enlèvement et le meurtre de Melissa Northrop. Macduff serait condamné à mort, confiant qu'il pourrait gagner à nouveau. Les procureurs inculpés. Macduff pour le meurtre de Colin Reed. Et encore une fois, le verdict était coupable et la sentence de mort. Certainement, les citoyens du Texas étaient indignés que leur commission des libérations conditionnelles jamais sorti Macduff en premier lieu. Alors qu'il purgeait une peine à perpétuité pour le meurtre de 1966, il a inspiré le Texas. Les électeurs vont financer un programme de construction de 2 milliards de dollars pour de nouvelles prisons. Le gouverneur à l'époque, Ann Richards, a été en mesure de mener un certain nombre de réformes qui est devenu connu sous le nom de loi Macduff, y compris une nouvelle définition de la vie en prison, comme 45 ans derrière les barreaux, avant de demander une libération conditionnelle. Avocat, adjoint américain, Bill Johnson, passé à d'autres cas, mais a gardé son œil sur certaines affaires inachevées. Dans l'affaire Macduff, le corps de Colin Reed et 2 autres victimes n'avaient pas été retrouvés. 100 ans d'exécution étaient comme dans un mois ou 2. Quand nous, ressentis comme « essayons, faisons un effort ici », Macduff avait admis à un visiteur régulier qu'il avait tué 2 autres femmes, en plus de Colin Reed et Melissa Northrop. Il a dit au visiteur où il avait enterré leur corps, mais pour une raison quelconque. Macduff a refusé de parler de Colin Reed. Il ne voulait pas. Et ce qu'il a dit était « Ils n'auront plus besoin de moi. » Eh bien, je veux dire, c'est un gars qui va être exécuté dans 3 semaines. Je n'étais pas sûr de ce qu'il pensait. Quelqu'un avait besoin de lui pour. Puis les responsables de la prison ont promis à Macduff tout ce qu'il a dit. Il ne serait pas traité différemment, pas mieux, mais pas pire. Ed Macduff a révélé un emplacement éloigné, au bord de la rivière Brazos, où même, après avoir suivi les instructions de Macduff, les enquêteurs n'avaient pas de chance. Dans une décision de dernière minute, les responsables de la prison ont amené Macduff, enchaîné et enchaîné, au site de la rivière Brazos. Je ne l'aimais pas, être si personnellement impliqué. Je ne voulais pas qu'il ait cette satisfaction. Mais il s'est avéré que ça devait être. Il n'y avait juste aucun moyen de le faire sans lui. Une fois d'arrivé sur le site, Macduff a dit aux enquêteurs où chercher la tombe de Colin Reed.
Wow, stop, stop. Enfin, les restes de Colleen ont été révélés. Les appels de Kenneth MacDuff, finalement épuisés le 17 novembre. Dix 9,98, ce jour-là. On lui a administré une injection létale. Ses derniers mots étaient « Libère-moi ». Et cela résume la vie meurtrière de Kenneth Thane. Des MacDuff, très fin. Il se considérait comme la victime. Il a considéré lui-même l'objet de l'oppression. Kenneth Allen MacDuff. Assassiné et éliminé 16 victimes avec mortelle précision et préméditation effrayante. Quand les enquêteurs ont trouvé la tombe peu profonde de Valence, que Joshua, ils ont également trouvé une deuxième tombe à proximité, mais celui-ci était vide. Heureusement, MacDuff a été arrêté avant d'avoir la chance de trouver sa prochaine victime, Chinchpemai, 1980, dans le Delaware rural. Les enquêteurs ont exhumé un corps partiellement décomposé d'une tombe peu profonde. Les détectives lançant une enquête nationale et un tueur en série sadique devient la cible d'un streetwise, procureur du New Jersey, qui doit construire son dossier sur des preuves circonstancielles et le témoignage d'un criminel condamné. Et 1990, William J. Purdy, procureur adjoint, coordonnait une enquête et des poursuites dans un effort pour mettre fin à la déchaînement mortel d'un tueur brutal. Et les gens qui l'ont protégé, ils pensaient avoir tout compris, et ils avaient assez efficacement s'est enfui avec un meurtre. À 2 autres occasions, la police était sur leurs talons, mais je ne pourrais jamais en avoir assez pour juste le pousser sur le bord. Le 9 juillet, Cotton, comté de Newcastle, Delaware, la police a reçu un appel urgence au 911. Un corps avait été découvert dans un tombe sur le côté d'une route sans issue. Le détective Alan Root a dirigé l'enquête. Qu'est-ce que tu as? Fortes pluie, lors d'un récent orage, avait exposé un crâne et épaules contre les éléments. Une équipe médico-légale a enlevé la terre, entourant The Bones, et a révélé un corps complet. Un cadavre semblait avoir été replié et enterré en position fétale, qu'il a trouvé en promenant leur chien. Un résident local et sa femme avaient de trouver le corps. Gary, vous pouvez prendre la maison à droite et Canvas A. Détective Root a demandé aux agents de sécuriser la zone. Avez-vous d'autres unités qui peut sortir et bloquer la route? À la fin, bien sûr, allons-y. Quelqu'un veut donner du fil à retordre à Rico. La police fermerait la route, pendant que l'équipe médico-légale enlevait le corps de la terre, travaillait comme des archéologues. Les enquêteurs, soigneusement creusés, une tranchée autour des restes. Nous avons creusé, à commencer très loin avec des pelles, et puis nous sommes arrivés là où nous nous sentions. Nous étions plus bas que le corps ne le serait, juste par l'angle de la tige, zone des épaules dans la tête. Et puis, nous avons travaillé notre chemin dans le corps, avec, comme un petit pic, le médecin légiste avait décidé de supprimer la terre environnante avec le corps pour ne pas déranger les preuves. Les restes ont ensuite été transportés à la morgue pour autopsie. Le médecin légiste déterminait que les restes étaient ceux d'une jeune femme au début de la vingtaine, qui, à un moment donné, avait accouché. L'état avancé de décomposition empêchait le médecin légiste de déterminer la cause exacte du décès. Il a cependant classé l'affaire comme un homicide, marché dans la rue. La détective Ruth a rencontré des enquêteurs et les a informés des détails de l'affaire, comme vous pouvez le voir sur la photo. John, les terrains étaient humides. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas sur la scène du crime,
Je veux dire qu'il n'est pas allé à Great, tout grand effort pour enterrer vos profondeurs. Il espérait que la zone entourant la tombe pourrait donner des indices sur l'identité de la femme et celle de son assassin. Voyez si nous pouvons retrouver l'un des. Les gars sont responsables de tondre l'herbe, qui sont là-haut tout le temps, pour nous donner une idée. Quand ils étaient là, derniers enquêteurs vérifiés, rapports de police, de personnes disparues dans les États voisins. Jusqu'où voulez-vous aller? 3 mois, mais ils n'ont rien trouvé. L'inspecteur Ruth a fait une recherche sur le NCI, que la base de données nationale pour crimes violents et personnes disparues. Il a un match à Clifton, New Jersey. Détective Nicholas Donato avait enquêté sur une personne disparue. Une femme avait appelé la station pour signaler que son cousin, Mira Napolitano, avait disparu. Elle a ressenti cette Mire, la pieuse mère de 2 enfants, ne partirait pas et n'abandonnerait pas ses enfants. Donato avait interrogé les voisins de la femme disparue et famille, et maintenant, près d'1 mois après le début de l'affaire, Donato a eu sa première pause. C'était un coup de fil du détective Ruth dans le Delaware. Ruth a informé Donato du corps qu'ils avaient récupéré de la tombe peu profonde. Cela correspondait à la description de Myron Napolitano, que Donato avait entré dans la base de données NSIC pour confirmer que c'était Mira. Donato a localisé ses dossiers dentaires et les enquêteurs ont rencontré un odontologiste médico-légal. Il a pu identifier positivement les restes comme appartenant à Mira Napolitano. Myra avait disparu de son Clifton, New Jersey, à la maison le 20 juin. Travaillait avec Donato. Sur l'affaire était le lieutenant-détective John Burke. Je pense que nous étions à l'aise à ce moment-là de dire officiellement « ce n'est plus une personne disparue. Tu sais que c'est maintenant un homicide. » Et puis la question suivante était la compétence, avec un corps retrouvé dans le Delaware, et l'enquête de la personne disparue, originaire du New Jersey. Les procureurs des 2 États déterminaient que le Passaic, bureau du procureur du comté, prendrait l'enquête, avec l'aide de la police de l'État du Delaware. Ouais, d'accord. Allons là-bas, faire du bon travail. Et surtout, soyons en sécurité. Rejeté. 2 jours après que Myra Napolitano a été portée disparue, son mari était entré au poste de police de Clifton. Eric Napolitano était accompagné de l'un de ses 2 fils et de sa mère, Caroline. Eric haussait les épaules. Le rapport de la disparition de sa femme, en disant qu'elle était sortie sur lui. Il a même semblé offensé par l'inquiétude de l'officier. Donato n'était pas convaincu par l'explication de Napolitano pour la disparition de sa femme, et il était troublé par la défensive d'Eric. Réaction à la police. Enquête. Il a décidé d'interroger les voisins d'Eric, Teresa Maltese. Dites qu'elle avait vu Eric quitter le bâtiment pour la dernière fois, la nuit avant sa femme, disparu, et il avait, dans ses mots, meurtre dans ses yeux. J'ai commencé à entendre différentes histoires de menaces et de certains comportements. C'était combatif, explosif et menaçant, tout au long des 2 derniers mois. Conjugal. Les problèmes avaient augmenté parce qu'Eric avait une petite amie, Mira, arrivait enfin à la décision qu'elle allait le quitter. Mais il y a eu des menaces que si Mira partait, Eric la tuerait. Les détectives voulaient réinterviewer Eric. Napolitano. Ils l'ont trouvé dans son appartement et lui a demandé exactement quand il avait vu sa femme pour la dernière fois, vivant. Il a répondu que c'était le 20 juin, Vershuitpi, dans leur appartement. La famille avait prévu de dîner dans l'appartement de sa mère,
à Manhattan, mais Myra a refusé de partir. Et quand lui et les enfants sont rentrés à la maison, vers 11h, Myra était partie plusieurs fois pendant la nuit. Personne n'a décroché le téléphone. Les détectives étaient toujours sceptiques quant à l'histoire d'Eric. On lui a donné des histoires différentes. Chaque fois qu'il lui a parlé, il a dit que la famille de Myra se cache dans le Bronx. Nous l'avons vérifié. Ce n'était pas vrai. Puis il a dit que, oh, elle a un petit ami. Nous avons vérifié ça. Nous n'avons pas pu vérifier ça. Vérifier que. Puis il a dit qu'il se cachait à Porto Rico. Nous l'avons vérifié. Ce n'était pas vrai. Moins d'une semaine après la disparition de Myra, Eric et les enfants avaient quitté l'appartement. Quand le détective Donato a effectué une vérification de routine des antécédents, il a découvert qu'Eric Napolitano avait été suspect dans un homicide. Le 29 avril, 1985, la belle-mère d'Eric de son premier mariage, Gladys Matos, a été retrouvée morte au coin d'une rue, dans le Bronx. Elle avait reçu une balle dans le visage 6 fois. Quelques jours avant le tournage, Gladys avait porté plainte contre Eric pour avoir battu et torturé sa fille, Wanda Matos. Une arme du crime n'a jamais été retrouvée et aucun témoin oculaire n'a jamais été localisé. Creuser encore plus profondément dans le passé de Napolitano, Donato a appris qu'une vieille petite amie d'Eric avait également été assassinée. Le 2 juin 1984, le corps de Marilyn Monroe a été trouvé dans un parc national de l'Est de la Pennsylvanie. Elle avait été enveloppée dans une couette et liée avec un cordon épais. Sa gorge, le visage et la tête avaient été violemment coupés. L'autopsie d'un coroner a révélé qu'elle était enceinte et peut avoir été torturée. Le corps est resté identifié pendant plus de 2 ans, jusqu'à ce que quelqu'un du département de police de New York signalait qu'une personne disparue se présente à la. Monroe n'avait jamais été conçue. Dans la base de données nationale des personnes disparues, lorsque l'erreur a été corrigée, le corps a été immédiatement identifié comme étant des Calutros. Le seul suspect dans son meurtre était Eric Napolitano, un homme que les enquêteurs craignaient maintenant, était un tueur en série. Détective trouvé, liens, entre le meurtre de Marilyn Coludro, en 1944, dont le corps torturé a été retrouvé dans un parc de Pennsylvanie, et le meurtre de Gladys Matos, qui a été abattu au coin d'une rue Bronx en 1985. Le suspect, dans les 2 cas, était Eric Napolitain. Eric avait été le petit ami de Coludro et le beau-père de Matos. « Dis-moi juste où tu étais cette nuit-là. » La police a interrogé Eric sur les 2 meurtres. Au moment du tournage du Matos, Eric a prétendu avoir dormi dans l'appartement de sa mère. Lorsqu'il est interrogé séparément, Caroline Napolitano a soutenu l'histoire de son fils. Elle a même déposé des accusations de harcèlement contre l'un des enquêteurs parce que sa mère a fourni des alibis dans les 2 cas. Eric ne pouvait pas être accusé des meurtres. Les enquêteurs ont appris que Caroline avait un emploi dans le service de police de New York. Selon les enquêteurs, elle avait accès à, entre autres choses, la base de données de la personne disparue. William Judd Purdy était procureur adjoint du comté de Passaic, New Jersey, au moment de l'enquête, chose très frustrante à propos de ce travail, et d'enquêter sur une affaire. Peut-être savoir qui l'a fait, mais pas assez de preuves pour aller de l'avant et aller au tribunal. Avec ça, et c'est là que ça, c'était le statut de ces 2 enquêtes. Eric Napolitano était le seul suspect du meurtre de sa femme Myra, enquêteur.
obtenu un mandat pour fouiller le maintenant vide d'Eric. Clifton, appartement dans le New Jersey. Autour du côté, près d'une rangée de poubelles, ils ont trouvé une grande boîte en carton. À un moment, il contenait apparemment un pare-chocs pour une Toyota Corolla, même modèle de voiture qu'Eric conduisait. Assistant, procureur Walter, Dewey n'a pas pu s'empêcher de remarquer. C'était la bonne taille pour porter un corps. Je pense que nous avons tous le sens que c'était, dans un sens, le cercueil de Mira et que Mira avait été transporté vers le bas. Au Delaware pour l'enterrement, dans le coffre d'Eric, à l'intérieur de cette boîte. Les enquêteurs voulaient fouiller la voiture d'Eric à la recherche de preuves. Utiliser une voiture de police infiltrée, déguisée en taxi jaune. Ils ont placé Eric sous surveillance. Après l'avoir suivi dans le tunnel Lincoln, ils se sont rapprochés et ont saisi la voiture dans le New Jersey. L'État est en alerte. Eric était furieux. Il a accusé la police de harcèlement et a exigé de savoir de quoi il était accusé. Devant mes enfants, les enquêteurs ont répondu qu'il n'était pas en état d'arrestation. Il n'avait qu'un mandat pour saisir et fouiller sa voiture. Le véhicule, une Toyota d'1 an, a été remorqué dans un garage du service de police de Clifton. Les enquêteurs médico-légaux ont examiné la voiture. Ils l'ont aspergée de luminol, une substance fluorescente en présence de sang, mais aucun n'a été trouvé. Spécial. Des aspirateurs ont été utilisés pour collecter les fibres du coffre et passager. Compartiment. Une boîte en carton que les enquêteurs avaient trouvée devant l'appartement d'Eric a été envoyée à l'unité cheveux et fibres du FBI à Washington, D.C., Clifton. Les enquêteurs espéraient que le laboratoire du FBI trouverait des microscopiques preuves. Cela pourrait aider à convaincre un jury de la culpabilité d'Eric. Tu vas me donner les noms. Aux enquêteurs, il est devenu de plus en plus clair qu'Eric avait bien couvert SS Piste. Et après 3 mois, l'enquête perdait de son élan. Oui, nous en avons vraiment besoin. Mais une assignation pour les enregistrements téléphoniques d'Eric a fourni une nouvelle piste importante. Les enquêteurs étaient particulièrement intéressés en un coup de fil, fait de l'appartement d'Eric la nuit de la disparition de Mira. Un appel téléphonique a été passé à 2h44 par heure. Eric avait dit aux enquêteurs que lui et les enfants étaient allés chez sa mère pour le dîner cette nuit-là. Il a dit que quand il est rentré chez lui à 11, Mira était partie. L'appel téléphonique de 2h44 était intéressant parce que c'était un appel de l'appartement Clifton où vivaient les Napolitains, à l'appartement d'Al Giovanni dans les Rennes, New York. Al Giovanni était un ami proche de la famille Napolitano. Ils l'ont appelé oncle à elle, détective Donato, et le lieutenant Burke a visité l'appartement de Giovanni. Il voulait savoir pourquoi Eric l'avait appelé à 2h44 et si Mira avait fait partie de la conversation. Mais Giovanni a catégoriquement nié avoir jamais reçu l'appel. Non, je ne le fais pas. Non, je ne le fais pas. Non, je ne le fais pas. Pas du tout, non. Pensez à ça. Selon les enregistrements téléphoniques, il mentait. Les détectives ont interrogé Giovanni à plusieurs reprises, mais il a nié à plusieurs reprises avoir reçu l'appel. Enquêteur Pete Torrico, du bureau du procureur de district, découvert que Giovanni changerait ses histoires d'un jour à l'autre. Chaque entretien serait différent avec elle. Parfois, il se souvenait des choses. La prochaine fois que tu l'interrogerais à leur sujet, il ne se souvenait pas avoir jamais dit quelque chose comme ça. Et c'était une personne intéressante à traiter. Enfin, le procureur a offert à Giovanni immunité en échange d'informations.
Eric Napolitano et le meurtre de sa femme, plus longtemps que ça. Mais Giovanni a refusé l'offre et n'a rien divulgué. Et nous avons un coup de fil dans cette maison. Les enquêteurs n'allaient nulle part. Ils soupçonnaient qu'Eric avait tué Mira, mais avait des problèmes. Rassembler suffisamment de preuves pour une arrestation et une conviction. En octobre 2000, 4 mois après sa mort, les parents de Mira ont été récompensés. Droit de visite avec leurs 2 petits-enfants. Mais quand les parents de Mira sont allés rendre visite à ses petits-enfants, Eric et les 2 garçons avaient disparu. Maintenant, les enquêteurs craignaient qu'Eric ait sauté Town, et ils n'avaient aucun moyen de le trouver. Ils ont demandé l'aide du FBI. Les agents ont commencé à suivre les achats effectués sur une carte de crédit. Ils avaient appris qu'Eric avait emprunté à Al Giovanni. Ils ont découvert qu'il avait été utilisé pour louer un déménagement, van, lorsque le véhicule a été rendu à une location, bureau à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Le FBI savait par où commencer à chercher. 7 mois après le meurtre de Mira Napolitano, Eric vivait avec ses enfants à Albuquerque. Agents ont été surpris d'apprendre qu'il était marié. Encore, pour la 3e fois, sa mariée, Sandra, n'était pas au courant que l'homme qu'elle avait épousé était sous enquête pour meurtre. Quand le FBI a découvert que Eric avait souscrit une assurance vie politique sur sa nouvelle femme, il s'inquiétait de pouvoir l'arrêter avant qu'il ne tue à nouveau. Les agents du FBI avaient localisé le suspect de 3 meurtres, Eric Napolitano, à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Au milieu d'une enquête intensive, Eric s'était enfui. 1800 milles de sa maison, dans le New Jersey. Il était maintenant de nouveau marié, mais 3 femmes qui avaient croisé Eric dans le passé étaient maintenant mortes, dans un effort pour prédire le prochain mouvement d'Eric et obtenir une ordonnance du tribunal pour une écoute électronique. Téléphone, les enquêteurs ont appelé l'agent spécial Greg McCrary au Centre national d'analyse de la criminalité violente. Ils ont demandé à McCrary d'assembler un profil d'Eric. Le profil qui a émergé est venu des 2. Informations générales sur Eric Napolitano lui-même, ainsi que les crimes, et ensemble, nous sommes capables de reconstituer ça ensemble. Et c'était clair, pour moi, en regardant ça, que nous avions un type inhabituel de délinquant, un sexuellement sadique, tueur en série qui, en fait, il victimisait les gens qu'il connaissait, ce qui est souvent inhabituel, plusieurs fois, plus communément. Ce sont des étrangers. Il avait un comportement abusif avec ses femmes, qu'ils soient SS copines ou épouses ou qui que ce soit. Plusieurs fois, c'est le besoin de dominer, humilier, subjuguer et finalement posséder leurs victimes. Et le moyen ultime de posséder est de posséder leur vie. Le profil du FBI, classé Eric Napolitano comme un sadique sexuel, tueur en série. Le rapport a convaincu un juge de rendre une ordonnance du tribunal, appuyée sur le téléphone professionnel de son meilleur ami, John. Le procureur, William J. Purdy, alors qu'ils étaient incapables de prédire correctement qu'Eric Napolitano, en raison de sa relation avec Al Giovanni et sa mère, se tournerait presque certainement vers eux. Nous avions initialement reçu des enregistrements téléphoniques qui a indiqué ils étaient dans contact presque quotidien, plusieurs fois par jour. Eric appellerait le numéro sans frais d'Al Giovanni et elle le rapprocherait de Caroline. Les 3 seraient au téléphone ensemble, planifier ce qu'ils diraient aux enquêteurs. Souviens-toi que je t'ai dit ça. Les robinets étaient intéressants. Pas qu'ils avaient des admissions sur eux.
Aucune de ces personnes n'est jamais sortie et a dit que je l'avais fait, mais ils parlaient constamment dans un manière qui était incohérente avec quiconque était innocent. Tu sais, ils doivent toujours faire l'objet d'une enquête, mais ce que je pense, honnêtement, c'est l'affaire doit être mise de côté. Nous avons également appris qu'il avait obtenu une arme semi-automatique qu'il portait ouvertement, ce qui est légal au Nouveau-Mexique, mais au téléphone. Nous avons appris qu'il portait ça, et il prévoyait de tirer sur le père de Mira. Devrait-il venir le chercher pour avoir les petits-enfants? Tôt le matin du 27 mars, une équipe SWAT du FBI jalonnait l'appartement d'Eric à Albuquerque. Concerné avec la sécurité de la femme d'Eric, vos enfants et votre mère, Desmurray. Le FBI a accepté d'appréhender votre suspect. La première étape d'une équipe SWAT a été de sécuriser l'appartement quand Eric a quitté le bâtiment. Ils ont fait leur déménagement. La femme d'Eric a ouvert la porte et l'équipe du SWAT s'est précipitée. Ils l'ont rapidement mise en sécurité avec les enfants dans un dos. Chambre, maintenant en route vers votre position. Puis-je? Ils ont attendu le retour d'Eric. Il retourne dès qu'il est rentré chez lui. Il a reçu l'ordre de, tu sais, monter sur le sol. Son armée lui a été enlevée. Je veux savoir pourquoi tu es là. Un agent a dit à Eric qu'il n'était pas en état d'arrestation. Il n'avait qu'un mandat pour perquisitionner son appartement. C'était un stratagème conçu pour amener Eric à faire one last appel téléphonique auto-incriminant. Nous espérions qu'il allait aller à un public. Téléphone. Alors, il a fait ça. Et comme prévu, il a appelé Al Giovanni, lui a dit ce qui se passait dans son appartement, a commencé à parler de preuves, commencé à parler de ce qu'il trouverait, ce qu'il ne trouverait pas. Donc ça a très bien marché. Plus tard dans la journée, il a été arrêté et renvoyé dans le New Jersey, au bureau des maréchaux fédéraux dans le New Jersey. Il a été remis au détective Donato du département de police de Clifton, qui lui a lu 16 droits Miranda. Et après avoir lu 16 droits Miranda et lui avoir demandé « Eric, souhaitez-vous faire une déclaration en ce moment ?» Eric a dit au détective Donato « Que pensez-vous ?» Et c'est tout ce que nous avons sorti de lui. Eric a été accusé du meurtre de sa femme Mira. Caroline a été accusée de obstruction aux efforts des forces de l'ordre. Fonctionnaire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas maintenant? Mais alors, la force de l'affaire a été remise en question. Bien que la preuve était purement circonstancielle, William J. Purdy, le procureur adjoint du New Jersey, croyait qu'il en avait assez pour monter une affaire. Ok, très bien. J'étais plus à l'aise avec ça. Je savais que c'était une affaire difficile. Mais je suis allé voir mon patron et lui parler. Et mon patron a décidé d'aller de l'avant et de le faire. Puis l'accusation a reçu de bonnes nouvelles. Après des mois de travail en laboratoire, les FBI, l'unité des cheveux et des fibres, a publié son rapport médico-légal. Fibres avaient été récupérées dans une paire de shorts sur Somme, le corps de Mira. Les techniciens du FBI ont comparé ces aux fibres trouvées dans la boîte en carton à l'extérieur de l'appartement d'Eric et des fibres du coffre de sa voiture, lorsqu'ils sont disposés côte à côte dans un microscope de comparaison. Les 3 échantillons correspondaient parfaitement. Mais même si c'est important, la preuve médico-légale était circonstancielle et par lui-même n'a pas prouvé qu'Eric avait tué Mira. Et je peux comprendre que ça a l'air très commun. L'enquête de 9 mois n'avait pas produit la moindre preuve directe qu'Eric avait tué sa femme et passé. Conrad Etweb, le cas de l'État du New Jersey contre Eric. Napolitain a été jugé au palais de justice de Passaic, Clifton,
présider. Le procès était juge de la cour supérieure. Vincent et Koch amenant l'accusé. Eric a été accusé du meurtre de sa femme, Marie Napolitano. Les procureurs ne seraient pas autorisés à soumettre les preuves des 2 meurtres précédents. On pensait qu'Eric s'était engagé. Il serait donc incapable d'établir un modus operandi. Relier Eric. 2 ou 3 meurtres. Purdy. Vous pouvez faire votre déclaration d'ouverture. Les déclarations liminaires ont commencé le 20 avril. Dix 993. Purdy a continué l'attaque et voir à quoi il ressemble vraiment. Il a averti le jury qu'en creusant, sous la surface de l'accusé semble vie normale. Ils verront ce qu'il a appelé de sales petits faits. Nous avons des témoignages. Personne ne dirait qu'ils ont vu Eric tuer sa femme, mais les preuves circonstancielles seraient convaincantes. Preuves circonstancielles peut être plus convaincant et plus puissant, et un jury peut être plus certain de circonstancielles preuves que des preuves directes. Les témoins oculaires peuvent mentir. Les témoins oculaires peuvent mal percevoir certaines choses. Un accusé peut mentir, si vous avez admis sa déclaration. Les preuves circonstancielles ne mentent pas. C'est souvent comparé à un puzzle, mais tu commences à le mettre ensemble. Et bientôt ce qui émerge est, même sans toutes les pièces encore, cette personne est coupable. Nous avons des preuves. Ernest Capesella, ouverture pour la défense, a admis que son client peut effectivement être odieux et méchant. Interception, et nous là, l'accusation. Napolitano peut être une mauvaise personne, Capesella a dit, mais l'accusation n'avait aucune preuve tangible qu'Eric avait tué sa femme. Mon client, Eric, peut avoir eu quelques défauts, mais il n'est pas jugé. Pour SS caractéristiques personnelles, il est en procès. Pour meurtre, une accusation a appelé son premier témoin. J'aimerais appeler Teresa Maltese à la barre. Teresa Maltese était la voisine d'Eric en bas. Jurez-vous de dire la vérité. Elle témoignerait du comportement d'Eric au moment de la disparition de Mira. Je fais. Tu peux être assis. Pour rafraîchir sa mémoire. Purdy a pointé du doigt un grand calendrier. Mais Maltese a dit qu'elle ne voyait pas trop bien. Je ne vois pas ça. Je suis désolé. Pas le genre de choses qu'un procureur veut entendre un témoin. C'est chez Myron, Eric. Oui bien, je l'ai laissé entrer et je suis monté haut. Maltese a témoigné qu'elle avait vu Mira pour la dernière fois, la nuit avant sa disparition. Vraiment l'appeler parce que c'était tellement de bruit. Un jeune d'une entreprise de déménagement était venu faire une estimation. Les Maltais savaient que Mira prévoyait de partir. Eric et retourne. Tourne à Porto Rico. Mira, elle a témoigné que Mira avait l'air bouleversée. Quand Maltais lui a demandé si tout allait bien, Mira lui a claqué la porte au visage. Mais comme Maltese a continué, sa mémoire semblait lui manquer. Elle a hésité sur son histoire et a semblé confuse. À propos de la mère. Au début, elle a dit que la mère d'Eric avait les cheveux roux, puis l'a décrite plus tard comme ayant les cheveux noirs. Cheveux noirs. Le procureur a demandé à Maltese si elle avait vu Eric. Plus tard dans la journée, il était environ 7h30 ce soir-là. Maltese a dit quand il est sorti de l'appartement, n'avait pas l'air très heureux. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, lors d'une interview précédente, lors de ses entretiens préliminaires, Maltese avait dit aux enquêteurs qu'Eric avait, dans ses mots, meurtre dans ses yeux. Et maintenant, elle a changé son histoire en quelque chose de beaucoup plus doux. Camionnette de déménagement. Quand le parti a demandé à Malte de lire ses déclarations antérieures, elle a dit qu'elle ne pouvait pas lire. Juge que j'en ai fini avec ce témoin. Monsieur Birdie,
a été surpris et embarrassé. Les procureurs sont apparus ridiculement, mal préparés. MS Maltese, tu es excusé. Walter et moi avons quitté la salle d'audience ce jour-là en disant « Qu'avons-nous fait? Dans quoi nous sommes-nous embarqués? Cette affaire n'est rien. » À la fin de leur première journée, Birdie a dit à Dewey « Cette affaire est terminée. Nous avons perdu. Eric Napolitano a été accusé du meurtre de sa femme. » Alors que le procès entrait dans sa deuxième journée, les procureurs craignaient de ne pas pouvoir regagner la confiance du jury. Leur premier témoin avait hésité dans son témoignage, créé l'impression que l'État n'avait aucun cas. Mais Purdy, vous pouvez appeler votre prochain témoin. J'aimerais appeler Jeannette Canouclou. Au stand, s'il vous plaît. Les procureurs ne pouvaient qu'espérer que le témoignage de Jeannette Canouclou, le voisin d'Eric et Myra, serait plus cohérent. Alors, aide-toi, Dieu. Je fais du babysitting. Je veux que tu puisses avoir une idée à témoigner qu'elle était présente lors d'un match de Monopoly chez Eric et l'appartement de Myra vers Noël. Dix 9,89. Plus. Myra a gagné. Plus. Eric était bouleversé. Et je vais juste le prendre. Il s'est jeté sur elle de l'autre côté de la table. Tu penses que tu me prends les enfants? Et ils ont commencé à discuter. Tu ne me prends rien. As-tu déjà essayé de m'attraper les enfants? Je vais te tuer. Tu comprends. Mais calme. Je vais te tuer mon calme. Asseyez-vous. Vous sur le sol, Eric. Maintenant cette menace que est-ce, elle partait avec les enfants, qu'il la tuerait. As-tu entendu ça juste à cette occasion? Ou était-ce plus d'une occasion? Pas plus d'un. Plusieurs fois. Maintenant, le procureur interrogé. Canouclou. À propos d'un autre incident, 4 jours après la disparition de Myra, il m'avait demandé de venir aider avec la lessive. Elle a témoigné que Eric lui a demandé si elle voulait des vêtements de Myra. Canouclou, confus par l'offre, a demandé à Eric ce qu'il voulait dire. Myra pourrait revenir. Elle lui a dit « Je ne pense pas qu'elle revienne jamais. C'est toutes les questions que j'ai. » Après un premier jour désastreux, le dossier de l'accusation était de nouveau sur les rails. Le prochain témoin de l'État était le détective Nicolas Donato. Pour Donato, c'était le point culminant d'une enquête exhaustive. « Lieutenant, j'aimerais vous demander, combien de fois as-tu » Donato a témoigné que lors d'entretiens avec Napolitano, Eric a dit que la nuit où Myra a disparu, il l'a vue pour la dernière fois vers 8 heures. Me commet-il. Partait dîner dans l'appartement de sa mère. Bonne idée que l'appel téléphonique soit passé. Parce que ça, quand il est rentré chez lui plus tard dans la nuit, Eric a dit que Myra était partie, dans un effort pour montrer qu'Eric avait menti à Donato. Un procureur a ensuite appelé Grégory Vallès. « Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. Enlevez votre chapeau au tribunal. » Vallès vivait avec Al Giovanni. Au moment de la disparition de Myra, dis-moi combien de temps as-tu passé avec l'avocat d'Eric? Enregistrement téléphonique a montré qu'un appel avait été passé d'Eric, appartement de Napolitano, à l'appartement de l'oncle Al, à 2h44 ce matin-là. Vallès a témoigné qu'il avait répondu au téléphone. C'était Eric. Bella a dit qu'il avait tout, sorti du lit et est retourné jouer à un jeu vidéo. Elle était malentendant et avait un haut-parleur qui l'a monté fort. Cela a rendu possible pour les valets pour entendre la conversation. Eric criait après sa femme. Il a dit à tous que Myra avait un petit ami. Valls a dit qu'il pouvait entendre Myra en arrière-plan, niant avec véhémence l'accusation d'Eric. Quand Giovanni a demandé à Myra si Eric la frappait, Myra a dit non. Tout ce que je sais,
c'est qu'il y a eu une dispute. Velaz a dit qu'il avait entendu Mira et Eric parler à Giovanni au téléphone. Il était presque 7 heures après qu'Eric ait dit à Donato qu'il avait vu Mira pour la dernière fois. Pas d'autres questions. Une poursuite avait montré qu'Eric avait menti aux enquêteurs. Les procureurs ont ensuite tenté, liés physiquement, l'accusé au crime. Ils ont appelé un expert médico-légal du FBI à la barre. Votre honneur, j'aimerais vous présenter ces 5. Les 5 personnes que tu les as vues. L'agent a raconté comment il a examiné la boîte en carton, récupérée devant l'appartement Clifton d'Eric. Dans la boîte, il a dit, il a trouvé des fibres qui correspondaient, fibres trouvées sur le short de la victime. Et dans le coffre de la voiture d'Eric, le procureur adjoint est entré les cheveux et les fibres. Preuve dans le dossier du tribunal. Oui, je fais. Le technicien du FBI a témoigné qu'à son avis, les fibres provenaient toutes du même article, une couverture, un tapis. Ce sont des fibres relativement fines. Continuez, M. Purdy. J'aimerais jouer cette cassette pour le tribunal. L'accusation a ensuite joué des extraits. Code de 2 semaines de prise de fil sur les enregistrements. Eric semblait particulièrement préoccupé par le fait qu'elle peut avoir eu son téléphone sur écoute. Je ne pense pas qu'un juge donnerait à ces connards une ordonnance du tribunal pour mettre votre téléphone professionnel sur écoute. Je ne pense vraiment pas qu'il le ferait. Parce que quoi? Qu'est-ce que tu vas? Tu sais ce que je veux dire. Un bug dans votre téléphone. Même si tu me parles. Tu parles 8. Il y a 9 mois. De quoi vais-je en parler au téléphone? Tu sais ce que je dis, ouais. Donc je doute que tu saches. Il parlait constamment de tout ce qui se passe avec cette enquête, et dans des tons comme celui-ci, tons très très suspects. Le jury a ensuite été capable d'entendre ça et de dire « Ce ne sont pas des innocents qui parlent ». Une poursuite avait construit un dossier convaincant, fondé sur des preuves circonstancielles. Maintenant, ils devraient prendre leur plus grand risque, comme ils ont appelé leur témoin le plus controversé. Je voudrais poser des questions sur Greg Police. Votre prochain témoin, M. Party. Le jury avait entendu des témoins impliqués. Eric Napolitano dans le meurtre de sa femme. Mais la preuve n'était que circonstancielle. Les procureurs ont estimé qu'ils avaient besoin de plus de preuves. Quelqu'un qui connaissait intimement Eric, quelqu'un à qui il avait confié ses secrets. L'État appelé Al Giovanni pour le témoin debout. John serait la dernière pièce du puzzle de l'accusation. Ils espéraient que son témoignage convaincra le jury qu'Eric était coupable. Au-delà de tout doute raisonnable, ils savaient que la défense pouvait attaquer la crédibilité de Giovanni en exposant sa relation avec Grégory Vallès, connu par la police comme prostituée et toxicomane. Dans un effort pour minimiser les dommages, le procureur a décidé de révéler cette information lui-même. L'avez-vous payé pour du sexe? La première fois que vous l'avez rencontré? Première fois, oui. Maintenant, avez-vous reçu un appel téléphonique d'Eric et Mira a fait? Vous recevez un appel de Eric et Myra. Et ce qui se passait pendant cet appel téléphonique, quelles informations vous ont été données par Eric ou Mira? Eric m'a parlé de ses intentions de retourner à Porto Rico, et il était contre ça. Il voulait qu'elle obtienne ce logement de la section 8. Tu sais, et là, étaient beaucoup de hurleurs et criés, continués pour lui-même. John, puis a dit au tribunal, à propos d'un appel qu'il a reçu le lendemain, le soir du 20 juin, c'était Caroline, appelée pour lui dire qu'Eric venait. Quand Giovanni a entendu Eric biper son klaxon, il est descendu. Regarde-le.
Je dois te dire quelque chose. Portez-vous un fil. Non, je ne suis pas. J'ai tué Mira. Elle allait emmener les enfants à Porto Rico. Je l'ai emmenée au Delaware. Tu es malade. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu es malade. Giovanni a dit qu'il était dégoûté par les aveux d'Eric, mais il avait peur d'aller à la police. Il a dit qu'il savait ce qu'Eric était capable de faire. Giovanni a témoigné que le lendemain, Eric lui a demandé de venir chez sa mère pour ramasser des vêtements pour les enfants et lui-même. Giovanni a dit qu'Eric semblait inquiet à propos de retourner à Clifton. Il a dit que faisons-nous si la police est là. Il a dit que j'avais nettoyé la voiture, donc ils ne trouveront aucune preuve, parce qu'il a nettoyé toute la voiture. Le témoignage de Giovanni, qu'Eric avait admis avoir tué Mira et qu'il avait tenté d'entraver l'enquête, a été un coup étonnant pour la défense. Pour obtenir le témoignage de Giovanni, l'État a dû abandonner toutes les charges retenues contre lui, sauf pour entraver l'enquête. C'est toutes les questions que j'ai. C'était un accord qui a été fait pour lui, témoigner, et il s'en est sorti avec seulement quelques années de prison. C'est quelque chose qui, le mal nécessaire de l'application de la loi. Nous concluons des accords avec des gens parfois, mais nous avons senti que nous faisions des affaires avec la personne qui, je n'ai pas commis le meurtre, mais je savais quelque chose sur lui. Riposte rapidement à la défense de l'équipe, à soulever des questions sur la fiabilité de votre témoin. Tu vas avoir 5 ans. Coupez votre peine de prison. Correct. J'imagine que oui, la défense a martelé la crédibilité de Giovanni. N'est-ce pas vrai? Il voulait montrer au jury que l'oncle Al était capable de mentir sous serment pour se sauver de plus de temps de prison. 5 longues années. C'est long, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour moi. Bien sûr que c'est une poursuite. Les risques de présenter un témoin, dont le témoignage est le résultat d'un accord. Mais c'était un pari qu'ils pensaient devoir faire. Parce que c'était une affaire circonstancielle. J'ai senti qu'un jury, même s'ils sont convaincus qu'il s'agit d'un cas circonstanciel, ils pourraient sortir de là plus satisfaits s'ils n'ont qu'un témoin. Qui a dit oui? L'accusé a dit qu'il l'avait fait. Il m'a dit qu'il l'avait fait. C'est pourquoi j'ai mis Alan, parce qu'il allait nous donner cette information. L'accusation a mis fin à ses arguments, quand juge Koch a incité la défense à commencer, présenter leurs témoins, Capezella a déposé une requête en acquittement, fondée sur des preuves insuffisantes. Le juge Hull a rejeté la requête. La défense a appelé l'assistant U, l'avocate de Glenjoe, Maroka au stand. Quelques questions. Maura Marco a témoigné que la motion visant à réduire la peine de Giovanni pour complot dépendait de la coopération d'Al avec l'accusation. Cela a renforcé l'impression que le témoignage de Giovanni avait été acheté, permission d'aller de l'avant et d'écouter. La défense n'a appelé que 3 témoins. Eric a refusé de témoigner pour sa propre défense. La raison était que nous soupçonnions. Il n'avait fallu que 2 semaines pour que les 2 parties pressentent leur cas. Jeudi, le 6 mai, les sommations de clôture ont commencé. Dans le procès pour meurtre d'Eric Napolitano, il ne l'aimait pas du tout. L'avocate de l'accusé a déclaré sa conviction que de nombreux témoins avaient un agenda. En d'autres termes, il n'aimait pas Eric, et il ne voulait pas que le jury l'aime non plus. Capezella a admis que son client était peut-être coupable de conjugale infidélité, mais ça ne voulait pas dire qu'il était coupable de meurtre. Eric n'était pas jugé pour être une mauvaise personne. Il était jugé pour meurtre, et les preuves circonstancielles n'étaient pas assez convaincantes pour condamner. Il y a d'énormes pièces au centre du puzzle, mais il manque.
Vous devez, revenez avec le verdict de non-culpabilité. Merci, Monsieur Purdy. Dans son résumé, le procureur simplement demandé au jury de regarder l'image dans son ensemble. Et s'ils l'ont fait, la certitude de la culpabilité d'Eric serait claire. Tu peux voir dans ces mots. Tu sauras qu'il l'a fait. Des témoins qui n'ont aucune raison de mentir. Nous avons des preuves. Le jury a commencé ses délibérations vendredi, le lundi suivant. Ils étaient parvenus à un verdict. Il y a un dicton autour du palais de justice qu'une fois que les sommations sont arrivées et que le jury retourne dans cette pièce, le dicton est « Tu ne sais jamais ce qui va se passer » et ce n'était certainement pas différent dans ce cas. Le jury a-t-il rendu un verdict? Oui, nous avons. Un jury a déclaré Eric Napolitano coupable de meurtre. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans admissibilité à la libération conditionnelle, depuis 32 ans et demi. Ce tribunal est ajourné. J'ai été satisfait. La famille Acervato était satisfait que nous ayons enfin arrêté cet individu qui avait certainement tué avant, et c'était une très bonne chance. Il allait le refaire, et si nous ne nous sommes pas regroupés et condamnés, lui, et le mettre en prison pour le reste de sa vie. Les enquêteurs ont continué à développer, même dans le meurtre de Marilyn Coltrou, 12 ans après la découverte du corps de la jeune femme, dans un parc en Pennsylvanie. Eric Napolitano a finalement été inculpé pour son meurtre. Il a accepté de plaider coupable. À Procureurs, croyez que le plaidoyer d'Eric a été motivé par un désir de protéger sa mère, Caroline Napolitano, faisait face à des accusations d'entrave à la justice. Pendant les enquêtes, elle avait fourni des alibis à Eric. Finalement, nous avons fait une offre aux Thanos du Népal, que nous voudrions laisser Caroline dans quoi ils appellent intervention préliminaire. Elle va en probation. Et quand c'est fini, l'affaire est classée contre elle. Si et seulement si Eric Napolitano serait clair sur l'un des autres meurtres, alors que la cour écoutait dans un silence stupéfait, Eric a avoué le meurtre de sa petite amie, Marilyn Coludro. Eric Napolitano, il a été condamné à 15 ans supplémentaires à perpétuité. 15 ans, en plus de la peine que vous purgez actuellement. Et en ayant une autre condamnation à New York, nous avons senti que nous pouvions garantir qu'Eric passerait le reste de sa vie en prison, sans jamais espérer une libération conditionnelle. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer d'Eric, sa mère n'a pas été poursuivie pour son rôle. Dans tous les crimes, un service de police de New York, enquête sur les affaires internes, a finalement déposé des accusations disciplinaires contre elle. Caroline a été accusée d'avoir fourni de fausses informations dans les enquêtes sur les meurtres de Gladys, Matos et Marilyn Coludro et Montesatu, à la veille du « J'osais pour décider de votre avenir ». Caroline Napolitaine a démissionné. Quand les femmes de la vie d'Eric essayent de le quitter, il les a assassinées, reconnu coupable de 2 meurtres brutaux. Eric Napolitano passera le reste de sa vie derrière les barreaux